Deux chiffres ont claqué dans la nuit, sans avertissement. D'un côté, une loi agricole évaluée à 900 millions de dollars. De l'autre, l'effondrement de récoltes dans des régions longtemps considérées comme intouchables par l'agrobusiness mondial. Que signifie réellement ce basculement et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré surgit-il désormais au centre des inquiétudes occidentales ? En filigrane, une trajectoire brève mais décisive se dessine, capable de déplacer les équilibres agricoles, politiques et symboliques bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette analyse promet de décoder une décision agricole apparemment locale et d'en révéler les implications stratégiques à plusieurs échelles, du champ au sommet diplomatique. Comprendre les mécanismes cachés éclaire pouvoir, marché, souveraineté alimentaire régionale. L'enjeu dépasse la technique des semences ou le choix variétal, car il engage la capacité d'un État à reprendre la main sur ses dépendances structurelles. Derrière le texte juridique se jouent des arbitrages entre autonomie et intégration, stabilité sociale et exposition commerciale, innovation et mémoire agronomique. Le Burkina Faso devient ainsi un terrain d'observation où se croisent intérêts paysans, calculs gouvernementaux et réactions internationales. Ce récit s'attache à montrer comment une réforme peut produire des effets en chaîne, parfois inattendus, en modifiant les incitations économiques et les rapports de force symboliques. Une question s'impose alors comme un fil rouge. Si une graine change de statut, que devient le pouvoir qui l'entoure ? En suivant cette promesse, l'objectif est d'offrir des clés de lecture rigoureuses pour comprendre pourquoi ce moment précis compte, qui gagne, qui s'inquiète et comment ces tensions pourraient redessiner l'avenir agricole et politique d'une région entière. La révélation tient en deux faits précis, et leur proximité est décisive. La loi agricole a été votée en moins d'une heure, après 2 décennies de dépendance progressive à 4 variétés OGM dominantes. Cette accélération soudaine contraste avec la lenteur habituelle des réformes majeures dans le Sahel et signale une volonté politique rare. Ce vote n'est pas intervenu dans le vide. Il s'inscrit dans un moment où les exportations agricoles américaines connaissaient déjà des tensions, marquées par des reculs notables sur plusieurs marchés internationaux. La coïncidence entre ces fragilités externes et l'affirmation d'une trajectoire autonome au Burkina Faso éclaire la portée réelle de la décision. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un point de cristallisation, non parce qu'il agit seul, mais parce que son influence donne une cohérence politique à un mouvement plus profond. Le contexte agricole local explique en partie cette bascule. Pendant 20 ans, les semences brevetées ont structuré les cycles de culture, imposant des achats annuels, des intrants spécifiques et une dépendance technique croissante. Pour de nombreux cultivateurs, cette logique a progressivement réduit la marge de manœuvre économique et symbolique liée au travail de la terre. La loi marque une rupture explicite avec ce modèle. Dans les zones rurales, cette décision a immédiatement réactivé des références enfouies. Des variétés anciennes, conservées de manière informelle, ont repris une valeur stratégique. Ce retour n'est pas présenté comme un rejet de la modernité, mais comme une réappropriation des conditions de production adaptées au sol et au climat sahélien. La dimension scientifique n'est pas absente, mais elle se déplace vers l'observation locale et l'expérimentation contextualisée. Ainsi, la réforme ne se limite pas à une interdiction technique. Elle reconfigure la relation entre État, producteurs et partenaires extérieurs. En plaçant la souveraineté semencière au cœur du débat, le Burkina Faso introduit un précédent qui dépasse ses frontières. La question n'est plus seulement ce qui est cultivé, mais qui décide, selon quelles règles et avec quelles conséquences pour l'équilibre régional. Pour saisir les premiers effets de la réforme, il faut quitter le texte de loi et suivre celles et ceux qui l'ont incarné dès les premières semaines. Dans le nord du pays, des groupes de femmes se sont réunis autour de paniers de semences anciennes, expliquant comment chaque variété avait traversé sécheresse et sol appauvri. Leur rôle, longtemps cantonné à la sphère domestique, a soudain pris une dimension publique, presque politique, en devenant un maillon central de la transition agricole. Un second repère apparaît dans les centres urbains secondaires. À Bobo-Dioulasso, de jeunes biologistes ont monté des laboratoires modestes pour analyser l'humidité des sols
et comparer la résilience de variétés locales avec celles utilisées auparavant. Leur démarche ne relève pas de la rupture idéologique, mais d'une curiosité méthodique visant à adapter la recherche aux contraintes sahéliennes. Ces initiatives, encore fragmentaires, signalent un déplacement du savoir vers des pratiques ancrées dans le territoire. À l'échelle institutionnelle, la figure d'Ibrahim Traoré joue un rôle de catalyseur symbolique. Sa posture, décrite comme calme et constante, sert de point d'appui à une convergence inhabituelle entre acteurs de terrain et responsables politiques. Cette cohérence perçue renforce la légitimité de la réforme, non par la communication, mais par l'alignement entre discours et pratiques observables. Les effets précoces se lisent aussi dans les marchés locaux. Le retour de céréales traditionnelles est présenté moins comme une opportunité commerciale que comme une réappropriation collective. Ces signaux restent fragiles, mais ils témoignent d'un changement de perception. Produire n'est plus seulement répondre à une chaîne globale, mais réaffirmer une continuité sociale. Et c'est là l'essentiel. Quand la décision rejoint les pratiques, la trajectoire devient crédible. Tout commence par un basculement net, presque abrupt. Avant le vote, le cadre agricole du Burkina Faso reposait sur une continuité silencieuse. Semences, brevetées dominantes, achats annuels prévisibles, dépendance technique acceptée comme un fait acquis. Après le vote expédié en moins d'une heure, cette inertie s'est brisée. La loi a agi comme un déclencheur, transformant une réforme sectorielle en signal politique immédiat. La phase d'activation a été rapide. Dès les premiers jours, les administrations concernées ont diffusé des instructions d'application, tandis que les réseaux paysans s'organisaient pour inventorier les variétés locales encore disponibles. Ce mouvement n'a pas été uniforme, mais il a suffi à créer un effet de seuil. La décision n'était plus théorique, elle devenait opérationnelle. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a été perçu comme le garant de la cohérence du processus, non par des annonces répétées, mais par la continuité du cap maintenu face aux premières critiques extérieures. Le point culminant s'est manifesté lorsque les réactions internationales ont commencé à se structurer. À Washington, des notes internes ont évoqué le risque d'un précédent africain susceptible d'éroder un marché encore considéré comme stratégique. En Europe, certains cercles agricoles ont parlé de distorsion et de rupture potentielle des chaînes d'approvisionnement. Ces signaux extérieurs ont paradoxalement renforcé la centralité de la réforme sur la scène nationale, en donnant corps à l'idée qu'un choix local pouvait produire des répercussions globales. Sur le terrain, la montée en tension s'est traduite par une multiplication d'initiatives. Des cercles d'échange de semences ont vu le jour dans plusieurs régions, tandis que des techniciens agricoles tentaient de documenter les premières adaptations des cycles de culture. Chaque action, même modeste, ajoutait une couche à la dynamique enclenchée. La réforme cessait d'être un événement ponctuel pour devenir une séquence continue, alimentée par des décisions quotidiennes. Les répliques n'ont pas tardé. Dans les pays voisins, des équipes de recherche ont commencé à examiner le texte burkinabé pour en évaluer la transférabilité. Des consultations informelles ont émergé, sans calendrier précis, mais avec une intention claire. Comprendre comment une souveraineté semencière pouvait être articulée à une coopération régionale. Cette diffusion lente mais perceptible a contribué à installer l'idée d'un effet domino possible, redouté par certains partenaires extérieurs. Enfin, les premières secousses internes ont touché la perception collective. La loi a cessé d'être perçue comme une décision imposée d'en haut pour devenir un récit partagé, alimenté par des expériences concrètes. Cette transformation du regard a consolidé la séquence. Activation, montée en tension, puis diffusion. À ce stade, le processus n'était plus réversible sans coût politique et symbolique élevé. Ainsi, la chronologie révèle une chose essentielle. Ce qui semblait être un acte rapide s'est déployé comme une série d'événements imbriqués, chacun renforçant le précédent. La réforme a trouvé sa force non dans un moment isolé, mais dans la continuité de ses effets, inscrivant le Burkina Faso dans une trajectoire dont les implications dépassent largement le cadre agricole. La ligne de base est claire, puis l'écart apparaît. Pendant 20 ans, 4 variétés OGM ont structuré les cultures, avant qu'un changement de cadre ne modifie immédiatement les perceptions et les pratiques. 20 ans, durée d'une dépendance technique progressive,
installés par des cycles d'achat annuels et des intrants associés. Cette référence temporelle sert d'ancrage pour mesurer ce qui bascule lorsque la loi entre en vigueur. Le premier indicateur se lie à l'extérieur du pays. 2 chiffres dominent les briefings occidentaux, la valeur estimée de la loi et la contraction observée de certaines exportations agricoles. 900 millions, montant évoqué pour qualifier l'ampleur économique et symbolique de la réforme. Cette estimation n'indique pas une dépense immédiate, mais la portée stratégique attribuée à la décision. Elle signale que l'enjeu n'est pas marginal et qu'il touche des intérêts structurants, jusque-là considérés comme stables. Le delta se manifeste ensuite dans les échanges internationaux. Des notes internes ont pointé des baisses à 2 chiffres sur certaines cultures déjà fragilisées par des tensions commerciales antérieures. Cette mesure ne prouve pas une causalité directe, mais elle renforce une corrélation. Plus la souveraineté semencière africaine s'affirme, plus les marges de négociation externes se resserrent. 2 chiffres. Amplitude des reculs évoqués, suffisante pour déclencher des scénarios de risque. L'explication est simple. Un marché perçu comme en croissance rapide devient incertain, le second indicateur est interne et scientifique. Dans des laboratoires improvisés, des comparaisons ont été menées entre variétés locales et semences importées. Les résultats préliminaires indiquent une meilleure résilience des espèces indigènes sur des sols pauvres et face à des cycles d'humidité irréguliers. 3 séries d'observations concordantes ont été mentionnées par des équipes distinctes. Cette convergence ne clôt pas le débat, mais elle déplace la discussion du registre idéologique vers l'évidence empirique. Elle montre que la modernité agricole peut s'articuler à des solutions endogènes. Le 3e indicateur est politique. 1 heure, durée du vote, souvent cité pour souligner l'alignement institutionnel. Cette rapidité n'est pas un chiffre isolé, elle devient un signal de consensus national rare. 1 heure, symbole d'une décision assumée, réduisant l'incertitude interne. Elle explique en partie pourquoi la réforme a pu produire des effets rapides sur le terrain, en limitant les résistances administratives. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent un avant et un après. Avant, une agriculture intégrée à des chaînes globales avec une dépendance acceptée. Après, un espace d'expérimentation où la valeur se mesure autrement, par la capacité à décider localement et à négocier autrement. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré est interprétée comme un facteur de stabilité, car elle associe constance politique et acceptation du débat technique. La preuve quantitative ne prétend pas à l'exhaustivité. Elle sert à éclairer des tendances naissantes, à montrer que le changement n'est ni abstrait ni uniquement discursif. Le passage de la ligne de base au delta révèle surtout une chose. Quand les chiffres changent de sens, les rapports de force suivent. 2 arguments solides structurent la critique de la réforme et méritent d'être présentés sans caricature. Le premier soutient que l'abandon des semences brevetées affaiblirait la productivité et l'accès aux marchés internationaux. Selon cette lecture, les chaînes agricoles mondiales reposent sur des standards homogènes. S'en écarter exposerait les producteurs sahéliens à une marginalisation commerciale, voire à une volatilité accrue des revenus. La dépendance technologique serait alors le coût nécessaire pour rester compétitif dans un environnement dominé par les volumes, la standardisation et les contrats d'exportation. Le second argument insiste sur le risque climatique. Les défenseurs de cette position estiment que certaines variétés OGM offrent une protection accrue face aux aléas, notamment en matière de sécheresse et de rendement stable. Renoncer à ces outils serait perçu comme un retour en arrière, susceptible d'exposer les agriculteurs à des pertes imprévisibles. Dans cette perspective, la sécurité alimentaire passerait par l'accès continu à des technologies développées à grande échelle, même si leurs propriétés échappent aux producteurs locaux. Ces arguments sont cohérents, mais l'effet observé depuis l'entrée en vigueur de la loi invite à une lecture plus nuancée. D'abord, les premiers mois n'ont pas montré de paralysie de la production. Au contraire, des variétés locales adaptées au sol sahélien ont été réintroduites avec des résultats jugés prometteurs par plusieurs équipes de terrain. Les comparaisons menées indiquent une résilience accrue sur des terres pauvres, ce qui contredit l'idée d'une fragilité systématique des semences endogènes. Ensuite, l'argument climatique se heurte à une réalité empirique. Les cycles imposés par les semences importées
ont parfois accentué la dépendance aux intrants et aux conditions extérieures. Les relevés de sol et les cartes d'humidité ont montré que certaines espèces traditionnelles supportaient mieux l'irrégularité hydrique. La résilience apparaît alors moins comme une propriété exclusive de la technologie importée que comme le résultat d'une adéquation entre variété et écosystème. Enfin, la question des marchés évolue. Si l'intégration globale offre des débouchés, elle crée aussi des vulnérabilités. La réforme suggère une autre voie, réduire la dépendance structurelle pour renforcer la capacité de négociation. La réponse n'est donc pas binaire. Elle repose sur un arbitrage entre autonomie, stabilité à long terme et adaptation contextuelle, éclairée par des données émergentes plutôt que par des hypothèses abstraites. C'est ici que quelque chose change subtilement. Le centre de gravité se déplace. Ce moment marque un changement moins visible que les annonces officielles, mais plus structurant. La réforme cesse d'être interprétée comme un simple choix agricole et commence à être lue comme un signal de repositionnement stratégique. À partir de ce point, les réactions ne portent plus seulement sur les semences, mais sur la capacité d'un État sahélien à définir ses propres règles sans s'aligner automatiquement sur des modèles importés. Ce déplacement s'observe dans la manière dont les discussions évoluent ensemble. Les débats techniques laissent nos places à des questions de gouvernance, de souveraineté et de coopération régionale. La loi devient un cas d'école, étudié non pour être copié mécaniquement, mais pour comprendre comment une décision locale peut produire un effet d'entraînement. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré est interprétée comme un repère politique, non pour son discours, mais pour la stabilité qu'il incarne au cœur de la transition. Le changement de perspective est net. Ce qui était perçu comme un risque commence à être envisagé comme une option stratégique. Les acteurs régionaux observent, calculent et ajustent leur propre cadre de réflexion. Le débat se déplace du « peut-on se passer » vers « comment structurer autrement ». Cette bascule cognitive est décisive car elle ouvre un espace où la réforme n'est plus défensive mais proactive. À ce stade, la question centrale n'est plus la faisabilité technique mais l'ampleur des conséquences possibles. Les effets de la réforme se matérialisent différemment selon les acteurs concernés, révélant une redistribution progressive des coûts, des opportunités et des attentes. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La loi a renforcé la crédibilité d'une orientation politique assumée en montrant qu'une décision rapide pouvait être suivie d'une mise en œuvre cohérente. Cette continuité réduit l'incertitude interne et améliore la capacité de coordination entre ministères, administrations locales et acteurs de terrain. La posture d'Ibrahim Traoré est ici perçue comme un facteur de lisibilité car elle stabilise le cadre dans lequel s'inscrivent les arbitrages à venir. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est plus contrasté. Les opérateurs liés aux chaînes d'importation de semences brevetées font face à une contraction de leur activité, tandis que de nouveaux segments émergent autour de la conservation, de la sélection et de la distribution de variétés locales. Cette recomposition ne crée pas immédiatement des volumes équivalents, mais elle diversifie les circuits et réduit certaines dépendances. Pour les acteurs privés, l'enjeu devient l'adaptation. Investir dans des modèles compatibles avec la nouvelle trajectoire plutôt que d'attendre un retour à l'ancien cadre. Pour les agriculteurs, les conséquences sont à la fois pratiques et symboliques. La possibilité de semer sans contrainte de brevet modifie le rapport au risque économique. Les coûts liés aux achats annuels diminuent, tandis que la capacité à conserver et échanger des semences renforce l'autonomie locale. Cette transition n'est pas uniforme, mais elle est accompagnée d'un regain de confiance. Les producteurs ne parlent pas seulement de rendement, mais de maîtrise des cycles et de continuité générationnelle. La réforme agit ici comme un levier psychologique autant qu'agronomique. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences prennent une dimension stratégique. Les pays voisins observent les effets concrets avant d'engager leurs propres réformes. Des consultations techniques et politiques émergent, suggérant une possible coordination sahélienne autour des semences indigènes. Cette perspective modifie les équilibres de négociation avec les partenaires extérieurs, car elle introduit l'hypothèse d'un bloc capable de définir des normes communes. Pour certains acteurs internationaux, cette évolution est perçue comme une source d'incertitude. Pour d'autres, comme une invitation à repenser les cadres de coopération.
Pris ensemble, ces effets montrent que la réforme ne produit pas une conséquence unique, mais une mosaïque d'ajustements. L'État gagne en cohérence, les marchés se recomposent, les producteurs retrouvent une marge de décision et la région explore de nouvelles alliances. À ce stade, l'enjeu n'est plus de savoir si le changement a un impact, mais comment ces impacts vont s'articuler dans la durée. À moyen terme, l'évolution de la réforme peut être envisagée selon 3 trajectoires plausibles, chacune dépendant de facteurs internes et externes distincts. Le scénario de base repose sur une continuité prudente. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide progressivement ses banques de semences, renforce les dispositifs de recherche locale et ajuste ses circuits de distribution sans rupture brutale avec ses partenaires. Les marchés connaissent une phase d'ajustement, marquée par la renégociation de certains débouchés, mais la stabilité sociale se maintient grâce à l'adhésion des communautés rurales. L'objectif central reste constant, protéger la souveraineté semencière tout en évitant une escalade diplomatique inutile. Le scénario optimiste imagine une accélération régionale. Dans ce cas, des pays voisins adoptent des cadres juridiques inspirés du modèle burkinabé et engagent des partenariats scientifiques autour des variétés indigènes. Une coordination sahélienne se dessine, facilitant le partage de données agronomiques et l'harmonisation de certaines normes. Les universités et centres de recherche réorientent leurs programmes, tandis que les agriculteurs, encouragés par des résultats initiaux positifs, intensifient la production non brevetée. Cette trajectoire transformerait le Sahel en acteur plus cohérent dans les discussions internationales sur l'alimentation, capable de peser par la convergence plutôt que par l'alignement. Le scénario difficile reste néanmoins crédible. Il repose sur l'activation de leviers externes, tels que des pressions commerciales accrues, des enquêtes formelles ou des restrictions à l'exportation. Ces facteurs pourraient fragiliser certains producteurs et alimenter un climat de doute, en particulier dans les zones les plus vulnérables. Des campagnes d'influence pourraient également chercher à présenter la réforme comme un risque économique majeur. Dans ce contexte, la capacité institutionnelle à maintenir le cap serait mise à l'épreuve, tout comme la cohésion sociale construite autour de la réforme. Quel que soit le scénario, une recommandation de fond s'impose. Analyser chaque évolution à travers une grille reliant souveraineté et stabilité. Si la trajectoire choisie par le Burkina Faso parvient à préserver cet équilibre, elle pourra absorber les chocs et ajuster ses priorités sans renoncer à l'essentiel. A l'inverse, une lecture fragmentée risquerait de transformer une réforme structurante en source de vulnérabilité. Au-delà des institutions et des marchés, la réforme a touché des groupes qui ne se percevaient pas comme des acteurs centraux du changement agricole. Dans les écoles rurales, des enseignants ont commencé à intégrer des éléments liés aux variétés indigènes dans leurs cours, expliquant pourquoi certaines semences cultivées par les générations précédentes portaient une valeur culturelle et pratique. Cette transmission redonne du sens à l'apprentissage en reliant les savoirs scolaires à l'expérience vécue des communautés. Dans les villages du Nord, l'impact s'est exprimé par un regain de solidarité. Les femmes, chargées de conserver les semences, longtemps invisibilisées, sont devenues des références locales. Leur expertise, auparavant cantonnée à la sphère domestique, a été reconnue comme un patrimoine collectif. Certaines ont été invitées à participer à des ateliers communautaires pour expliquer comment identifier, préserver et adapter les variétés anciennes aux sols fragilisés. Cette reconnaissance a renforcé un sentiment de fierté partagée. Les jeunes agronomes ont eux aussi ressenti un déplacement de perspective. La réforme a ouvert un espace pour réorienter leurs recherches vers des cultures adaptées aux réalités sahéliennes. Les laboratoires improvisés ont encouragé l'expérimentation et donné aux étudiants le sentiment de contribuer à une transformation durable, plutôt qu'à une simple réaction politique. Cette implication renforce l'ancrage local des compétences scientifiques. Dans les marchés urbains, l'effet le plus perceptible est psychologique. Le retour de céréales traditionnelles a ravivé l'idée d'une continuité rompue. Pour de nombreux citadins, voir ces produits réapparaître n'est pas seulement un choix de consommation, mais le signe que le pays retrouve une part de sa mémoire collective.
La réforme devient alors un miroir, reflétant une aspiration partagée à reprendre la maîtrise d'un avenir longtemps perçu comme imposé. À ce stade, la question n'est plus de justifier la réforme, mais d'en assurer la continuité face aux pressions et aux incertitudes. Plusieurs axes concrets se dégagent, ancrés dans les pratiques déjà observées. Le premier concerne le renforcement des banques de semences indigènes. Leur rôle dépasse le stockage. Elles constituent une assurance collective contre les ruptures d'approvisionnement et un socle de transmission intergénérationnelle. En structurant leur gouvernance et leurs critères de conservation, l'État consolide une ressource stratégique à faible visibilité mais à forte valeur. Le deuxième axe porte sur la recherche appliquée. Les laboratoires locaux ont démontré qu'un écosystème scientifique pouvait émerger avec des moyens limités, à condition d'être connecté aux réalités du terrain. Formaliser ces initiatives, documenter les résultats et partager les protocoles permettrait d'élever le débat au niveau régional. Cette étape transforme l'intuition empirique en argumentation fondée, essentielle pour dialoguer avec des partenaires extérieurs. Un troisième axe est politique et régional. Les consultations engagées avec les pays voisins indiquent qu'une coordination sahélienne est envisageable. Harmoniser certaines normes, mutualiser les données et créer des espaces de concertation réduirait l'asymétrie face aux pressions externes. Dans cette dynamique, la posture d'Ibrahim Traoré est souvent citée comme un facteur de crédibilité, car elle associe constance politique et ouverture à la coopération. Enfin, la durabilité dépend de la compréhension citoyenne. Expliquer les objectifs, les limites et les ajustements nécessaires évite que la réforme soit perçue comme un dogme. Si les communautés comprennent pourquoi certains compromis sont faits, elles deviennent des alliés plutôt que des spectatrices. La trajectoire se stabilise lorsque la décision initiale se transforme en capacité collective à défendre et adapter le cadre choisi. Le fil discret qui relie l'ensemble du récit réapparaît ici presque naturellement. Ce sont les mains qui conservent, transmettent et plantent, aperçus dès les premiers jours dans les villages du Nord. Ces gestes ordinaires, longtemps invisibles, ont donné une consistance concrète à une décision perçue comme lointaine. En les observant, beaucoup ont compris que la réforme ne s'imposait pas par contrainte, mais par continuité retrouvée. Cette résonance s'est amplifiée à mesure que le cadre politique s'est affirmé. La posture d'Ibrahim Traoré, décrite comme calme et déterminée, a servi de caisse de résonance à ces pratiques, sans les absorber. Elle a plutôt permis de les relier à une trajectoire nationale lisible, où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une somme d'actes répétés. Le rappel est simple mais puissant, ce qui nourrit un pays commence souvent par des détails modestes. Dans les marchés, le retour de céréales traditionnelles a prolongé ce sentiment. Les produits ne sont plus seulement échangés, ils sont reconnus. Dans les écoles, les enfants apprennent que certaines graines précèdent les frontières modernes et que cette ancienneté n'est pas un frein à l'avenir. La boucle se referme ainsi sur le motif initial, transformé par l'expérience collective. Et l'on comprend alors qu'une souveraineté durable commence par la mémoire vivante. Au terme de cette trajectoire, une évidence s'impose sans emphase. L'expérience du Burkina Faso ne cherche pas à ériger un modèle universel, mais à rappeler qu'un peuple peut choisir les conditions de ce qui le nourrit. Ce choix, observé à distance, soulève des questions qui dépassent largement un cadre national. Il interroge la place de la souveraineté alimentaire dans un monde où les dépendances sont souvent présentées comme inévitables. Ce récit invite à un dialogue plutôt qu'à une adhésion automatique. Comment interpréter cette décision à la lumière d'autres contextes régionaux? Quel compromis serait nécessaire pour concilier autonomie et coopération internationale? Et la trajectoire portée par Ibrahim Traoré ouvre un espace de réflexion où les réponses ne sont ni figées ni univoques, mais construites par l'échange et l'analyse. Si cette histoire résonne avec vos propres interrogations, partagez un point de vue, une analyse ou une expérience permet d'enrichir le débat. Chaque contribution ajoute une nuance à une discussion qui concerne autant les choix politiques que les gestes du quotidien. La question demeure ouverte volontairement. Jusqu'où une société peut-elle aller pour décider elle-même de son avenir alimentaire ?